Bonjour Michel. Donc Michel, vous êtes à l'IFIP et avec vous, on va voir pourquoi, malgré tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, tous les potentiels outils qui existent, euh, on se rend compte que les outils numériques au service du bien-être animal ne sont pas tant déployés que ça commercialement. Et on va voir pourquoi finalement, alors que potentiellement il y a pléthore de solutions disponibles. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup. Oui, alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable dans l'ensemble de ces présentations. J'ai un peu pour mission de brosser un petit peu, oui, voilà, les opportunités versus les réalités des élevages. Hein. Et donc, du coup, un peu les freins aux questions de développement de ces solutions numériques et bien-être. Le premier frein, et je pense que l'ensemble des questions qui sont posées à quasiment chaque présentation de solution le prouve bien, hein, c'est le frein économique, donc tout le monde s'interroge sur les coûts. Et donc, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que les éleveurs, au départ, ils souhaitent vivre de leur métier. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, une solution qu'ils vont mettre en place sur leur élevage se doit d'avoir une certaine rentabilité ou une certaine valorisation. La rentabilité ne passe pas forcément que par l'argent en monnaie sonnante et trébuchante. En même temps, les éleveurs, alors là j'ai mis le consommateur, mais les éleveurs, évidemment, par nature, ils souhaitent le bien-être de leurs animaux. Ils sont pas là pour faire souffrir les animaux qu'ils élèvent. Et le consommateur, lui, effectivement, il souhaite le bien-être des animaux, notamment dans les produits qu'il consomme. Sauf que, et le ministre de l'Agriculture l'a encore rappelé récemment, hein, pour l'instant, le consommateur, il rechigne un petit peu à payer finalement le surcoût en allant sur des labels, et on le voit bien sur les niveaux de consommation des produits plus chers qui sont sous label, même si ça tend à augmenter, ça reste une part très faible aujourd'hui dans le marché des produits qui sont consommés. Donc, le premier acte d'achat se fait vers les produits le moins cher. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, quand on a fait ce constat-là, effectivement, comment pouvoir intégrer des solutions numériques pour améliorer le bien-être en la rentabilisant? Alors, je pense dans les différentes présentations, on a eu déjà quelques éléments. Hein. On a eu l'exemple de l'application Eben. Alors, donc c'est de la low-tech, donc effectivement à la base c'est pas cher. Néanmoins, une certaine rentabilité, parce qu'il y a quand même du développement, il y a de la maintenance autour de ces outils low-tech, et une certaine rentabilité à rechercher en faisant supporter, là dans l'exemple, l'investissement ou la rentabilité de l'application par des tiers et non plus par l'éleveur. Donc là, on va avoir des tiers qui vont avoir un intérêt à centraliser l'information et à l'analyser de façon plus globale pour faire progresser leurs clients, et notamment les cabinets vétérinaires, comme on a pu le voir dans le cadre de la solution Eben. On a aussi la possibilité de rentabiliser l'investissement, donc en faisant du bien-être animal une source d'économie. Et c'est pas pour rien que de nombreuses solutions aujourd'hui se focalisent finalement sur des questions d'analyse et de suivi de la santé. Derrière, ça permet de faire effectivement des économies directes en termes de médicaments. Mais également, des animaux en bonne santé, c'est des animaux plus productifs. L'autre possibilité, donc d'un côté, il y a les économies, de l'autre côté, c'est carrément d'utiliser ces technologies-là en faveur du bien-être pour en faire une source de revenus. Et une source de revenus par l'amélioration des performances, parce que on l'a vu dans les premières présentations, hein, effectivement, des animaux en bonne santé, en bien-être, finalement, c'est des animaux qui vont, alors pour les animaux d'élevage, pour faire de la viande, qui vont croître plus rapidement ou en tout cas avec des rendements plus importants. Et c'est aussi, par exemple, le suivi des mises bas qui peut permettre effectivement de sauver des veaux pour le secteur ruminant, qui peut servir à sauver des porcelets pour le secteur porcin. Bref, du coup, c'est faire de la rentabilisation sur l'amélioration finalement des performances techniques. L'autre frein, donc ça c'était le frein économique, hein, au déploiement
de ces solutions. L'autre frein, c'est qu'on a encore en France, finalement, un environnement qui n'est pas du tout 100% connecté, malgré les différents plans et malgré ce qui est annoncé d'une manière globale. Et on voit que les questions sur le numérique et le bien-être, alors, toutes ne sont pas de la vidéo. La vidéo, j'ai pris cet exemple-là parce qu'effectivement, c'est la solution qui génère des flux de données les plus lourds, mais pas que. Il y a d'autres mesures sur l'ensemble des suivis des comportements des animaux, que ce soit alimentaire, hydrique, etc. On a effectivement des flux de données qui sont de plus en plus importants. Et on voit quand même que les exploitations, a priori, c'est logique, elles se retrouvent en secteur rural et le secteur rural reste souvent mal desservi, on va le voir juste après. Et là, en fait, j'ai pris juste un exemple, la durée de transfert d'une vidéo en 720p avec 25 images par seconde. Donc, un format assez standard, hein, on est loin de la 4K. Et finalement, quand on regarde avec un débit ADSL, déjà, hein, tous les élevages n'ont même pas la DSL, mais un débit ADSL, il nous faut 1h38 pour transférer 1 heure de vidéo. Ça passe à 30 secondes, effectivement, si on est en fibre. Et en 4G, il nous faut plus d'une minute. Alors, sachant que le frein de la 4G, ça va être le coût de transfert de la data par les ondes 4G. Et donc ça, je parle d'une seule caméra. Donc, alors demain, si effectivement on imagine équiper peut-être plusieurs salles, plusieurs cases par plusieurs caméras, évidemment, tout ça se retrouve encore démultiplié. Donc ça reste un vrai challenge de pouvoir en fait accéder à une bonne connexion. Et là, j'ai pris l'exemple de la Bretagne, parce que donc, étant basé à Rennes, j'avais ces informations disponibles, et je pense qu'on pourrait les trouver pour l'ensemble de la France. On a quand même une carte qui montre bien que finalement la couverture au niveau du débit en moyenne n'est pas si mauvaise, mais en réalité, toutes les zones blanches qu'on voit sur la carte restent des zones où l'accès à Internet est très très faible. Et quand on prend la fibre, donc je ne sais pas si vous entendez parler régulièrement de l'avancée des plans fibre pour améliorer la connectivité et notamment en zone rurale. Quand on regarde la carte du déploiement de la fibre, j'ai l'impression d'avoir la carte en fait de la densité de population et notamment la carte urbain versus ruraux. Et donc, voilà, donc quand on a un élevage qui se retrouve à la campagne, clairement, la fibre, elle n'est pas pour demain. Donc ça, c'est un des freins qui reste important, c'est cet accès au réseau. L'autre aspect, c'est le passage finalement de la preuve de concept à la solution. Alors, dans ce qui nous a été présenté aujourd'hui, donc il y a des choses qui sont effectivement des solutions déployées sur le terrain et il y en a d'autres, on voit bien qu'on est encore dans des solutions qui sont plus adaptées à la recherche, donc ça n'en reste pas moins intéressant, mais on est encore loin d'un produit éleveur ou d'une solution qui peut se retrouver en élevage. Et pour l'instant, effectivement, c'est des développements. La difficulté du passage de la preuve de concept à la solution terrain, c'est d'abord de pouvoir construire une solution robuste. Si on prend l'exemple des bâtiments d'élevage hors sol et qu'on travaille justement sur du deep learning, on va se retrouver dans des situations où en fait on va apprendre sur des sets d'images ou des sets de data qui sont très spécifiques à l'endroit où ça a été où les données ont été collectées. Et donc, du coup, quand on prend les bâtiments, ils sont de différentes couleurs, de différentes hauteurs, de différentes largeurs, c'est de différents matériaux. D'ailleurs, je l'ai répété 2 fois. Clairement, on a des situations en fait très variées. La construction de ces algorithmes-là, pour qu'ils soient robustes, nécessite de prendre en compte cette variabilité. Et pour prendre en compte cette variabilité, il faut des centaines, voire des centaines de milliers d'images. Et quand on a de la reconnaissance faciale de Google qui marche très bien, ou des classements automatiques de nos photos dans nos téléphones portables, c'est parce qu'en fait, ils se basent sur des algorithmes qui ont utilisé des millions de visages différents pour apprendre. Ce qui n'est absolument pas le cas sur les solutions qui sont développées en élevage, parce que le secteur de l'élevage étant un marché pauvre, les développements se font pour l'instant sur des petites quantités de données pour l'apprentissage, ce qui limite un peu la robustesse des algorithmes. Donc ça tend à s'améliorer, bien évidemment. On a aussi des contraintes techniques. Si je prends une caméra qui filme dans un élevage porcin, donc tout va bien, ça filme, pas de problème. Et quand on ajoute à ça les mouches,
Et ben, au bout de quelques temps, très rapidement, ma caméra, elle fait plus grand-chose, ou en tout cas avec des grosses tâches. Donc, et ça, c'est une réalité qu'on a même en station expérimentale sur quelques semaines, selon les périodes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. L'autre difficulté, c'est qu'on peut se retrouver dans les élevages plutôt hors sol, on peut se retrouver avec beaucoup d'humidité, beaucoup de gaz, et donc, du coup, une mise à mal de l'électronique et avec des systèmes. Alors là, j'ai regardé l'image de la caméra, hein, mais c'est vrai pour beaucoup de capteurs, en fait, des systèmes qui finissent assez rapidement par s'oxyder et ne plus être fonctionnels. Donc ça, c'est aussi des freins à lever pour avoir des systèmes en exploitation, donc plus particulièrement hors sol. Il y a aussi la construction de l'architecture informatique de tout ça. C'est-à-dire que quand on veut déployer une solution, quand on est en station expérimentale, effectivement, on va avoir des serveurs sur place, on va brancher les choses un peu comme on veut, on a des techniciens qui sont là pour ça. Mais quand on veut après commercialiser une solution, et je pense qu'il y aura des présentations, hein, notamment Copix qui a effectivement des solutions dans la journée, la question de l'architecture informatique de la solution est super importante. Et donc, sur l'architecture informatique, on a souvent en fait un capteur, une base de données qui enregistre les données brutes. On travaille ces données-là pour avoir une base de données consolidée et derrière, on se retrouve avec la possibilité d'éditer des tableaux de bord. Mais on peut aussi très bien imaginer des capteurs qui intègrent en amont le traitement directement pour avoir des données consolidées pour aller plus vite vers le tableau de bord. Par contre, le capteur en lui-même est certainement plus cher puisqu'il embarque plus d'électronique et on revient au problème de durabilité du dispositif en exploitation. On a aussi des architectures. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les petits pictos de ferme au-dessus des différentes étapes dans l'architecture informatique. On a des architectures où tout peut se passer dans la ferme. Donc ça, c'est une solution, par exemple, pour ne pas avoir de problème de connectivité et d'accès au débit Internet. On a des architectures, à l'inverse, qui vont se baser 100% sur le cloud, avec, par exemple, des capteurs qui vont envoyer des informations sur des réseaux Sigfox ou LoRa, qui sont traités dans le cloud et accessibles uniquement à l'éleveur par une application avec un accès Internet. Et enfin, on a des solutions effectivement mixtes où une partie du traitement est réalisée sur l'exploitation et une partie du traitement est réalisée dans le cloud. Tout ça pour dire que sur les architectures, on va se retrouver avec une difficulté quand on va vouloir intégrer vraiment la solution et la rendre disponible sur le terrain. L'autre aspect, pour passer de la preuve de concept à la solution terrain, c'est la variabilité. On a vu qu'il y avait la variabilité dans la structure des bâtiments pour construire les algorithmes, mais il y a aussi la variabilité dans le comportement des animaux. Alors, il y a eu des présentations sur la partie ruminant. Alors, effectivement, je maîtrise un peu moins la filière ruminant, mais par contre, pour les filières hors sol, et plus particulièrement pour la filière porcine sur laquelle je travaille, j'ai un exemple tout simple, c'est le comportement hydrique, ou ne serait-ce que la consommation d'eau d'un porcelet journalière, d'un jour sur l'autre, varie de 42%. Pour un porcelet qui n'est pas malade. De même, d'un animal à l'autre qui font le même poids, la consommation varie de plus de 50%. Et encore une fois, des animaux qui vont tout à fait bien. Donc ça, c'est une vraie difficulté finalement, c'est l'intégration de cette variabilité. Et on a le même constat pour ce qui va être les comportements alimentaires sur l'activité. On avait équipé aussi des truies avec des accéléromètres. On a des truies qui dorment beaucoup, on a des truies qui dorment moins, et pour autant, le lendemain, elles vont faire l'inverse, et pour autant, c'est des truies en fait qui construisent leur hiérarchie, qui stabilisent un comportement au bout d'un certain temps, et pour autant, c'est difficile d'observer finalement, même lorsqu'elles ont des problèmes sanitaires de type boiterie très lourde, on aurait pu penser que sur l'activité, ça jouait beaucoup, et ben on a du mal à observer en réalité, sur la base des temps passés couchés, debout, à marcher, etc., de vraies différences qui puissent automatiquement alerter l'éleveur. Ça renvoie aussi à la question de la fiabilité des algorithmes. Et justement, parce que quand on parle de solutions pour le terrain, scientifiquement, on peut se satisfaire de spécificités, c'est-à-dire de génération de fausses alertes en fait très limitées, autour de 75%. On a déjà des beaux algorithmes qui travaillent quand on est à 75%, quand on est en mode recherche, c'est des choses qui sont très positives. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas se permettre de dire à l'éleveur, sur 100 alertes que tu vas recevoir, il y en a 25 qui ne seront pas bonnes. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, il faut des seuils de spécificité en fait qui sont très, très importants et très élevés. Et ce qui rend difficile la construction des algorithmes.
Et enfin, et je crois que ça a été cité dans la matinée, alors je ne sais plus par quel intervenant, je suis désolé, mais il y a cette question de manque d'interopérabilité des données. Aujourd'hui, sur le terrain, on va voir apparaître une solution, un tableau de bord. Donc l'éleveur, OK, donc si la solution le satisfait, effectivement, il peut franchir le pas. Mais il va très vite dire, oui, mais alors par rapport à mon robot de traite, où j'ai le tableau de bord sur le suivi du lait. Alors là, du coup, si c'est pas le fournisseur du robot de traite, bah, du coup, il va avoir donc un tableau de bord robot de traite, un tableau de bord pour la solution bien-être qui lui est fournie pour suivre à côté. Et on va continuer ça à l'infini. Si il a un tracteur connecté, il va avoir un tableau de bord qui lui donne les infos sur son tracteur. Et l'éleveur se retrouve finalement avec 3, 4, 5, 10 tableaux de bord différents suivis cas par cas. Et du coup, ça reste une vraie difficulté. Ça reste une vraie difficulté qui freine finalement un peu ce développement où beaucoup d'éleveurs en fait exigent que pour prendre la solution, OK, mais il faut que ce soit connecté à un tableau de bord qu'il utilise déjà. Voilà, donc ça c'était sur la partie pour passer du preuve de concept à la solution terrain. L'autre aspect, on peut s'interroger, et la présentation de Vincent Gauthier juste avant de Neotech sur le set automatique en est une belle illustration, c'est est-ce que finalement, sur ces questions numériques et bien-être, est-ce que finalement, c'est l'échelle de l'élevage est la bonne échelle? On est en droit de s'interroger. Finalement, si on travaille à l'échelle de l'abattoir, comme le propose le set automatique, d'un coup, avec une seule techno, donc là, on peut aller dans la high-tech, puisque ça rentabilise tout de suite beaucoup plus facilement le dispositif, on peut aller sur des millions d'animaux par an, et donc, du coup, des milliers d'élevages concernés en même temps par un seul capteur à un seul endroit sur la chaîne d'abattage. Donc ça peut être aussi une des solutions. Alors, la solution Neotech est pour le bien-être à l'abattoir, mais on peut très bien imaginer des solutions. On va mesurer, par exemple, l'état global d'un animal abattu. Donc, si on prend le porc, donc s'il a des griffures, s'il a des nécroses d'oreilles, s'il a la queue qui s'est fait un petit peu attaquer par les autres animaux. Et ça, on pourrait le mesurer finalement à l'abattoir avec une caméra. On pourrait mettre les moyens nécessaires pour avoir des algorithmes robustes. On pourrait avoir des algorithmes avec des millions de cochons qui passent par an. Et donc, clairement, on pourrait avoir une solution finalement pour qualifier le bien-être d'un élevage en mesurant les choses à l'abattoir. Donc ça, c'est effectivement un levier qui pourrait être utilisé et qui reste effectivement à développer, puisque aujourd'hui il commence à y avoir des solutions, mais encore une fois, elles restent assez limitées. Voilà. Et alors du coup là, je vais passer assez vite, puisque ça permettra peut-être de rattraper le tout petit peu de retard qu'il y a eu. Et donc, puis surtout, ce sont des solutions qui ont déjà été présentées. Donc en fait, je voulais juste rappeler par ces diapositives que malgré mon discours qu'on pourrait trouver un peu pessimiste sur le développement de ces solutions, on voit bien quand même qu'il y a des solutions qui sont commerciales, donc qui sont abouties, qui sont complètement intégrées, qui voient le jour sur le terrain. Sur l'imagerie 3D, par exemple, on est capable aujourd'hui de peser des animaux avec de l'imagerie 3D, quelque chose de robuste qui tient en élevage et donc qui a réussi à lever certains freins. On a aussi la possibilité d'utiliser des boîtiers de régulation qui utilisent un ensemble de paramètres, le niveau d'humidité, le niveau d'ammoniac, la température, le niveau de CO2, les consommations d'aliments, d'eau, etc., qui, intégrés avec des algorithmes, peuvent fournir déjà des éléments sur le niveau de bien-être. Quand on reprend la présentation sur tout ce qui doit être suivi, sur les 5 points clés pour définir le bien-être, finalement, si déjà on a les consommations d'aliments, on a les consommations d'eau des animaux, on sait que au moins en termes d'accès à l'eau et à l'aliment, ils sont couverts. C'est déjà 2 points qui sont respectés. Alors, ça ne présume pas les autres, mais clairement, il y a des choses quand même qui existent déjà et qui peuvent être mises en place. Donc, c'était un peu le propos. Et donc, juste pour conclure, voilà, c'est qu'il y a aussi des perspectives très intéressantes. Et je crois que ça a été cité ce matin, il me semble, par Isabelle Bessier sur la première présentation. C'est est-ce que finalement, demain, on va peut-être être capable de détecter l'humeur des animaux par de la reconnaissance faciale. Et là, on aura un critère bien-être qui va au-delà finalement des mesures des conditions
dans lesquels se trouve l'animal, mais réellement qui permettent de renseigner sur son état d'esprit et pas uniquement sur des paramètres finalement qui découlent d'une bonne alimentation et d'un bon accès à l'eau ou au matériel. Donc voilà, je vous remercie, j'ai fini. Ben, merci beaucoup, Michel.